Salut Internet. Certains territoires sur Terre sont apparus naturellement. Un bout de roche, un banc de sable, quelques cailloux, voilà, c'était solide, alors on a construit dessus. Mais parfois on a manqué de place. On a tendance à se reproduire un peu trop en tant qu'être humain, on a besoin de place. Donc parfois on a voulu créer des nouvelles zones. Et justement, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de cela. Des territoires complètement artificiels. Des endroits qui n'existaient pas et qu'on a décidé de faire exister juste parce qu'on le pouvait. Et je vais pas vous mentir, pour certains, il a fallu faire preuve d'un peu de folie. Cette vidéo est faite en partenariat avec Oli, je vous en parle un petit peu plus tard. On commence tranquille, on va pas parler de giga technologie pour l'instant. Moi, je veux d'abord vous présenter un mec qui a littéralement fabriqué une petite île, son propre territoire, tout seul. À la fin des années 90, Richard Sowa, un artiste britannique un peu perché, avait décidé de construire une île à la main. Et pas avec des camions de terre, non, il a fait ça avec des bouteilles en plastique. 150 000 pour être plus précis. Grâce à elle, il a pu faire flotter une plateforme sur laquelle il a mis du sable, planté des arbres et construit une petite cabane. Ok, on peut voir ça un peu comme un bateau, mais bon, c'est fixé au sol, ça ressemble un peu plus à une île qu'à une barque, excusez-moi. Et le gars vivait dessus, peinard, au sud de Cancun, près de Puerto Aventuras. Et il était super déter à ce que ça marche, parce qu'il a dû la reconstruire une seconde fois, après le passage d'un ouragan. Et là, je m'arrête 2 secondes, parce que quand j'ai eu cette info, je me suis quand même dit, c'est vrai que c'est peut-être pas le coin le plus smart, parce que j'ai trouvé cette carte. Alors oui, c'est joli, c'est coloré, mais chaque trait correspond au passage d'un cyclone tropical. Ça comprend les dépressions, les tempêtes, les ouragans, voilà, il y a peut-être mieux comme endroit pour se lancer dans un projet d'île artificielle. Je veux dire, va un peu plus dans les terres, là, tu prends ce petit lac par exemple, tu minimises les risques. Mais on peut regarder ça d'un autre œil. Vu tout ce qui se passe là-bas, on peut se dire que le projet de Richard n'était peut-être pas aussi fragile qu'il y paraît s'il n'a été détruit qu'une seule fois. Il s'est mis au cœur de la tempête et il a tenu bon. Enfin bref, je parle au passé parce qu'en cherchant des infos récentes, Richard a l'air d'avoir regagné la terre ferme, mais il semble être sur un nouveau projet d'île artificielle. Voilà, je voulais commencer par là, je voulais qu'on se mette un petit peu en jambe avec un territoire fait main, dans le sens littéral du terme. Pas de gouvernement, pas de drapeau, pas de micronation chelou, juste un mec, une guitare, et des bouteilles d'eau recyclées. Et d'ailleurs, en parlant de bouteilles, si on pouvait en éviter quelques-unes, ça serait pas mal, non? Donc je me suis pris le petit Wild Berry Wolf. On est sur une saveur baie sauvage, c'est fantastique. Je sais qu'en ce moment, l'équipe carbure au Citrus Cobra. Regardez-moi cette folie, la boîte est incroyable. Pour les gros rushs de fin de montage, ça a l'air extrêmement efficace. Je vous avoue, j'ai pas encore goûté, mais ils ne m'en disent que du bien. Ai-je vraiment besoin de vous présenter Oli, la marque de boissons qui change des sodas classiques? Elles sont moins sucrées et elles sont super bonnes. En plus, il y a énormément de choix parmi les gammes énergie, hydratation et iced tea. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Perso, vous le savez, le rythme est fou en ce moment, entre Doc7, le labo, les nouveaux projets Yu-Gi-Oh, la fin d'année qui est toujours très intense. Il faut que je tienne le cap. Regardez, c'est ultra simple. Tu ouvres ton shaker, tu ouvres ton pot, tu prends une cuillère, tu verses, tu remplis d'eau, tu fermes, tu secoues, tu dégustes. C'est super bon. C'est vrai que c'est bon. Ce qui est bien avec la gamme énergie, c'est que ça vous met un gros coup de boost sans crash d'énergie juste après. C'est souvent le cas sinon. Voilà, si vous cherchez une alternative plus saine aux boissons trop sucrées, Oli est une bonne solution. Et petite piqûre de rappel, leur calendrier de l'Avent est toujours disponible. Décembre arrive à grands pas, c'est le moment d'aller faire un tour sur leur site. Chaque jour, vous pourrez ouvrir votre petite case et vous découvrirez une nouvelle saveur parmi les gammes phares. Et évidemment, il y a des petites surprises, c'est pour les fêtes de fin d'année les gars. Mes codes, eux aussi, sont toujours là pour vous régaler. Doc75 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande dès 14,99 € d'achat et le code Doc7 qui vous donne moins 10% sur toutes vos commandes si vous êtes déjà client. Vous pouvez scanner le QR code juste ici ou passer directement par le lien en description, ça marche tout aussi bien. Je remercie encore une fois Oli de nous accompagner depuis un moment maintenant sur la chaîne. Merci pour le soutien et on reprend la vidéo. Ok. Là, on fait le grand écart. On passe du bricolage du dimanche au niveau ingénieur de l'Agence spatiale européenne. Je suis pas certain que Richard et ses bouteilles en plastique auraient pu faire flotter un aéroport. Et ouais, on prend l'avion et on atterrit à l'aéroport international du Kansai au Japon. Construit au milieu de la mer, à environ 5 km des côtes. Les gars ont littéralement créé une île artificielle dans la baie d'Osaka pour supporter ce mastodonte. Il n'y avait rien avant, c'était que de la flotte. Il a été inauguré en 1994 et s'il a été mis sur l'eau, c'est qu'il n'y avait plus de place sur Terre. Tout simplement. Après, quand on regarde la baie, l'aéroport n'est pas un cas unique. Les îles artificielles, c'est pas ce qui manque. Et regardez, il a même un petit frère, l'aéroport de Kobe. Lui aussi a été fait sur une île artificielle.
En tout cas, sur le papier, celui de Kansai est une prouesse d'ingénierie. L'aéroport repose sur une mer d'environ 20 mètres de profondeur. Et pour l'installer, les équipes ont d'abord déversé du sable sur le fond marin, beaucoup de sable, pour le renforcer. Et puis ils ont enfoncé pas moins d'1 million de gros tuyaux, je sais pas le terme technique, qu'ils ont ensuite remplis de sable pour sécher et durcir l'argile qui est en dessous. Il y a eu 2 grosses phases de construction, en 87 et en 99. Au total, les ingénieurs japonais ont bâti 2 îles qui ont formé un territoire artificiel d'un peu plus de 10 km². On parle d'environ 430 millions de mètres cubes de remblais. Tout ça au milieu d'une digue géante qu'il a fallu aussi construire à coups de millions de roches. Et puis il a fallu aussi construire le pont pour relier l'aéroport au pays, parce que c'est bien beau d'arriver, mais si ensuite faut te taper, c'est chiant, tu vois. Enfin bref, il y a trop à dire, c'est un projet titanesque, c'est monumental, ça paraît impossible, et c'est il y a 30 ans déjà. Mais il y a un minuscule, tout petit, c'est pas grand chose, mais il y a quand même un petit souci, il coule cet aéroport. Depuis 30 ans, le sol s'enfonce lentement. Le truc va finir par plonger dans la flotte. Le poids de toute l'île écrase ce qu'il y a dessous. Un peu comme si tu posais un immeuble sur un flanc. Ça tiendrait pas, quoi. Heureusement, les ingénieurs s'en sont rendus compte déjà et surveillent tout ça en permanence. Et surtout, la vitesse a bien ralenti ces dernières années. Aujourd'hui, on parle d'à peine quelques centimètres par an, donc il devrait être safe. Mais enfin, ça reste le seul aéroport au monde qui coule en douceur et avec style. Peut-être qu'il devrait quand même appeler Richard pour donner un petit coup de main là. Je sais pas, peut-être que des bouteilles ça pourrait permettre de remonter un peu l'ensemble. Je suis pas ingénieur, je suis pas certain de ce que j'avance. Vous savez quoi, restons un peu dans le même thème, mais on part aux Maldives cette fois-ci, ça va nous faire du bien là avec l'hiver qui arrive. Le pays est, comme beaucoup d'îles, menacé par la montée des eaux. Mais en plus de ça, la capitale Malé est complètement saturée. Regardez-moi cette île. Tu le sens que chaque centimètre carré a été utilisé pour tout faire rentrer. Pour vous rendre compte, et selon les chiffres officiels, la population de Malé, c'est environ 212 000 personnes, sur un total d'un peu plus de 500 000 habitants dans le pays. Donc déjà, on est presque à la moitié. Maintenant, ces 212 000 personnes, vous les mettez sur 11 km². On est sur quasiment 19 000 personnes au kilomètre carré. On peut comprendre qu'ils aient eu envie de respirer un peu. Le gouvernement a donc pris le taureau par les cornes et au début des années 2000, ils ont construit une nouvelle île, Ulu Malé, avec des immeubles, des routes, des bureaux. Aujourd'hui, elle accueille déjà plus de 65 000 personnes. Et regardez à quoi elle ressemblait en 2001. Elle est bien terminée, mais si vous voulez voir le process, à quoi ça ressemble de construire des îles comme ça, il suffit de regarder à l'ouest de Malé. Regardez cette zone-là en 2005. Il y a des petits atolls, une petite île habitée, bon, on saute de 12 ans. 2017, l'atoll du centre commence à être construit. Êtes-vous prêts pour le jump en 2025 ? Ça va bientôt devenir une île plus grande que la capitale. Et l'autre atoll aussi à gauche, là, il semble bientôt rempli de sable. Et on voit aussi que tout ça va être relié par des ponts, c'est une folie. Le but derrière tout ça, c'est pas juste de loger des gens, c'est aussi une question de survie. C'est hyper plat, les Maldives. Donc avec la montée des eaux, il faut à la fois avoir plus de territoire et le penser en hauteur. C'est exactement ce qu'ils font. Les gars pensent à leur futur. Même si j'imagine que d'un point de vue environnemental, c'est pas fou, hein, c'est pas dingo. Bon, maintenant on change carrément d'échelle. On ne parle ni d'une île, ni d'une ville, mais d'une province entière. Bienvenue à Flevopolder, aux Pays-Bas. Le pays est connu pour ses tulipes, ses moulins, ses balades à vélo, mais ils ont fait beaucoup plus fort. Ils ont vidé la mer. J'exagère peut-être un petit peu, mais on n'est pas loin quand même. Je vous donne un peu de contexte, vous allez comprendre. Voici le Zuiderzee, un grand golfe salé de la mer du Nord. Sur les anciennes cartes, c'est une grande mer intérieure, mais aujourd'hui ça ressemble plus du tout à ça. Depuis le 19e siècle, les Néerlandais avaient déjà le projet d'assécher une partie du golfe pour gagner de la terre ferme. Et en 1916, une tempête historique a provoqué un raz-de-marée autour du Zuiderzee. Là, ce qu'on voit, ce sont les territoires inondés. Ça a créé tellement de dégâts que les gars ont dit « Ok, we gaan iets doen ». En 1932, la mer est officiellement fermée par une digue géante, l'Afsluitdijk. On la voit super bien, cette digue en vue satellite, c'est une autoroute, c'est pas juste 3 morceaux de cailloux. Une fois que ça c'est fait, les ingénieurs peuvent passer à la phase 2, vider ce nouveau lac. Pendant des années, ils pompent, drainent, laissent sécher des zones entières. Ces zones, c'est ce qu'on appelle des polders. Il s'agit de terres gagnées sur l'eau, protégées par des digues et qui se trouvent sous le niveau de la mer. Entre 1950
et 1968, ils achèvent le plus grand de tous, le Flevopolder. Situé à 5 mètres sous le niveau de la mer, il mène sa petite vie tranquille. Certains disent que c'est la plus grande île artificielle du monde, d'autres que c'est une prouesse d'ingénierie unique. Ce qui est dingue, c'est qu'avec un autre polder, il forme carrément la dernière province du pays, le Flevoland. Et plus de 440 000 personnes vivent sur ces sols artificiels. Vous connaissez un peu Singapour? Vous pensez qu'il y a plein de jolies plages? Alors, il y en a pas plein, mais voilà, par exemple celle-ci, il y en a une là. Faut juste pas trop regarder à l'horizon non plus. Bon, mais on n'est pas là pour parler de plage. Nous, ce qui nous intéresse se trouve à 10 ou 20 bornes de cette jolie plage. On va parler plutôt raffinerie, pipeline, torchère, tout ce qui est très bon pour la planète. Bienvenue à Jurong Island, une île artificielle entièrement dédiée à l'industrie pétrochimique. À l'origine, c'était plusieurs petites îles tropicales qui avaient rien de spécial. Et puis à partir des années 80, le gouvernement a eu une idée radicale, on fusionne tout ça. Après, il faut les comprendre, hein. Singapour n'a pas trop le choix, c'est un des pays les plus denses au monde, c'est tout petit. Chaque mètre carré compte. Environ 25% du territoire du pays est artificiel et déborde à plusieurs endroits sur la mer. D'ailleurs, regardez, juste à quelques kilomètres de Jurong Island, j'ai trouvé des panneaux solaires installés sur l'eau. Et en me renseignant, c'est pas n'importe quel panneau solaire, il s'agit d'une des plus grandes fermes de panneaux solaires flottant au monde. On se rend pas compte là, mais d'ici à là, il y a plus d'1 kilomètre. Ça représente l'équivalent de 45 terrains de foot. Enfin bon, je m'égare un petit peu. Jurong Island est devenue une seule île, reliée au continent par une grande chaussée et transformée en territoire usine géant. On est d'accord, la carte postale ne fait pas du tout rêver, mais l'objectif est tout simple. Concentrer toutes les usines chimiques du pays au même endroit pour ne pas s'éparpiller. Aujourd'hui, cette île abrite plus de 100 entreprises. C'est littéralement le cœur énergétique de Singapour. Et le plus impressionnant, c'est qu'il y a 0 habitant. Personne n'y vit, tout le monde y travaille seulement. Il doit y avoir un petit peu d'embouteillage sur la chaussée le matin et le soir, je pense. Direction maintenant la mer de Chine méridionale, c'est pas si loin que ça, parce que j'ai un cas géopolitique intéressant à vous montrer. Il y a littéralement une partie de risque, version vrai monde, qui est en train de se jouer. Bon, déjà on le voit sur la carte, hein, la mer de Chine méridionale, elle concentre beaucoup de monde. La Chine évidemment, il y a Taïwan, il y a les Philippines, le Vietnam, etc. Et tout ce monde veut placer ses pions au même endroit. Hein. Si vous avez déjà joué à risque, vous savez que c'est pas possible de faire ça. Donc forcément il y a tension. Et quand il y a tension, il y a conflit. On veut pas de conflit, d'accord? On n'aime pas ce conflit. Alors pourquoi tout le monde se bat ici? La réponse est toujours la même. Il y a du pétrole, du gaz, bon, et des poissons, c'est aussi important. Et au milieu de tout ça, il y a un archipel, les îles Spratleys. Une dizaine de petites îles, des centaines de récifs, d'atolls et d'îlots pour la plupart inhabités, mais qui sont revendiqués parce que quand tu revendiques une terre, eh ben tu revendiques aussi toutes les eaux internationales qu'il y a autour, et ça, les pays le veulent. Bon, on connaît la Chine, c'est un bulldozer la Chine, elle a pas réfléchi 3 heures, d'accord, elle y est allée. Peu importe si les autres le revendiquent, depuis 2013, elle s'est lancée dans ce qu'on surnomme la Grande Muraille de Sable. Les ingénieurs chinois ont dragué des millions de tonnes de sable et de corail pour créer des îles artificielles et en faire des bases permanentes. Le pays a transformé pas moins de 7 mini-récifs en avant-postes militaires avec pistes d'aviation, ports, radars, logements pour les troupes. Elle y est allée à 200%. Résultat, une chaîne d'îles fortifiées au cœur d'une des zones les plus disputées de la planète. Officiellement, évidemment, c'est pour protéger la souveraineté nationale. Officieusement, comme je vous l'ai dit, ça élargit un petit peu les frontières maritimes, et ça c'est toujours sympa. Et je voulais finir avec une construction artificielle un peu différente des autres. Quand on dit territoire artificiel, oui, on pense aux îles, aux extensions, à la préservation, mais pas forcément à la préservation dont je vais vous parler. Pour ça, on va en Europe, on va à Venise. Ce n'est un secret pour personne, ça fait des siècles que la ville s'enfonce lentement sous l'eau. Sauf qu'à un moment donné, les ingénieurs italiens se sont dit « ça commence à être chiant tout ça ». Et si on bloquait la mer? C'est pas mal comme idée. Le projet MOSE est né. Un système de 68 digues mobiles couchées dans l'eau, invisibles, qui se redressent quand la marée monte trop haut. Elle forme ainsi une barrière entre la mer et la ville. Parce que le plus gros problème de Venise, c'est quand il y a les grandes marées. Et ben figurez-vous que depuis sa mise en service, en 2020, ça marche. La ville n'a plus connu d'inondations catastrophiques comme celle de 2019. Et en 5 ans, le système MOSE a déjà été utilisé 108 fois.
Après, je précise, ça n'a pas fait disparaître le phénomène, hein. Il y a encore des marées. Non, le système est enclenché uniquement quand elles sont démentielles. Donc si vous allez à Venise entre octobre et mai, pensez quand même à prendre vos bottes, hein. Vous n'êtes pas à l'abri d'un aqua alta surprise. En gros, le système Mosé, c'est une muraille sous-marine invisible quand tout va bien et vitale quand tout va mal. Alors oui, je vous entends hein, déjà en commentaire, techniquement, c'est pas un territoire à proprement parler. Moi, je suis désolé, c'est une construction humaine géante qui protège un territoire entier, ça compte un peu. Et puis de toute façon, quand tu construis un truc aussi énorme pour protéger ta ville, t'as gagné ton ticket d'entrée dans la vidéo, c'est comme ça. Vidéo qu'il est temps de conclure. Entre les ingénieurs japonais qui font flotter des aéroports et Richard qui fait flotter des palmiers et sa petite case, on peut dire que tout le monde fait ce qu'il peut à son échelle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, si vous deviez construire votre propre territoire, vous en feriez quoi? Et vous le fabriqueriez comment? Bon, en attendant de vous lire, je remercie une nouvelle fois Oli pour leur soutien sur cette vidéo. N'oubliez pas, les codes Doc7, le lien et toutes les infos sont dispo en description ou dans le commentaire épinglé. Si vous voulez en profiter, c'est le moment. Moi, je vous souhaite un bon dimanche, à très vite. Salut Internet!